Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dompe Mekontu Herman. Je suis à la base ingénieur et entrepreneur depuis 2017. Donc si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour parler d'une thématique qui est très demandée de nos jours. On reçoit beaucoup de questions sur ce sujet, donc nous avons décidé de faire cette vidéo afin de vous éclaircir sur la question. Donc la thématique de ce jour portera sur le permis de bâtir. Le permis de bâtir, c'est un document administratif qui a pour objectif de désigner une parcelle comme une parcelle constructive, propre à la construction, qui respecte les normes. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin de la construction, vous devez faire une demande, vous devez appeler la communauté urbaine de la ville concernée pour qu'ils viennent vous délivrer un certificat de conformité. Donc, c'est ça dans le permis de bâtir. Donc, c'est ce document administratif qui vous autorise à construire. On va dire simplement que le permis de bâtir, c'est un acte administratif qui est délivré par la communauté urbaine de la ville concernée. A noter que c'est sur 78 villes que compte le Cameroun, il n'y a que 14 villes qui sont habilitées à délivrer le permis de bâtir aux citoyens camerounais. Donc si vous êtes dans l'une de ces villes, vous devez vous rendre à la mairie pour pouvoir demander l'autorisation de construire. Donc ça, c'est la première information que je voulais partager avec vous. Et maintenant, vous devez demander un permis de bâtir, on l'a déjà dit. Maintenant, comme pièce à fournir, il y a ce qu'on appelle le dossier administratif et le dossier technique. Je précise bien, je fais bien cette division parce qu'ils vont vous donner une fiche. Vous allez aller remplir cette fiche-là gratuitement. Mais le seul montant que vous allez payer là, c'est de partir prendre un timbre fiscal de 1000 francs et un timbre communal de 500 francs. Vous apposez ça sur le document gratuit qu'on vous a remis à la communauté urbaine de l'une des villes concernées. Et voilà que vous avez déjà votre première pièce. Ce n'est pas tout. Dans le dossier administratif, vous avez aussi le certificat de propriété que vous devez fournir. C'est quoi un certificat de propriété? Un certificat de propriété, c'est la carte d'identité d'un terrain. C'est-à-dire, je veux acheter par exemple, vous avez acheté par exemple un terrain. Par exemple, on vous a donné seulement, on vous a vendu uniquement avec un dossier technique. Vous n'êtes pas parti sur le titre foncier parce que les lenteurs administratives peuvent nous amener, peuvent faire traîner un titre foncier. Mais par contre, un dossier technique quand même, il sort rapidement 2-3 semaines, c'est dehors. Le dossier technique, au permis de bâtir, on va vous demander un certificat de propriété. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre propriété? Parce qu'on ne peut pas te demander de bâtir conçu sur le terrain d'un tiers. Vous voyez que l'État s'expose en ce moment. Donc, ce certificat de propriété va permettre à l'État camerounais de vérifier si ce terrain vous appartient. Mais, vu que rendu à l'évidence, ce n'était pas facile, puisque la seule façon de le démontrer, ce n'est pas seulement le technique, c'est le titre foncier. Ok, c'est le titre foncier. Il n'y a que le titre foncier qui montre que ce document, que ce terrain vous appartient. Déjà qu'on a dit que le titre foncier, le certificat de propriété, en abrégé CP, nous les techniciens on appelle ça le CP, certificat de propriété, c'est un document qui identifie le nom du propriétaire du terrain. Donc, lorsque vous avez le dossier technique, il est difficile pour vous de démontrer que c'est votre terrain, vu que vous n'êtes pas encore avec votre titre foncier. Donc, ce que l'État camerounais, à travers la communauté urbaine de la ville où vous allez aller travailler, vu une facilitation à ce niveau, c'est-à-dire, même si vous n'êtes pas propriétaire d'un titre foncier, à partir du titre foncier mère. Le titre foncier mère, c'est un titre foncier qui appartient
à votre vendeur, c'est-à-dire celui qui vous a vendu le terrain. Il faut qu'on se rassure que c'est son terrain. Voilà, si c'est son terrain, et maintenant, il y a une trace qui vous a vendu, parce que dans le dossier technique, on met bien le nom du vendeur et on met bien le nom du... Dans le plan cadastral, on met le nom du vendeur et le nom de l'acheteur. Donc, on va vérifier sur le plan cadastral qu'il vous a vendu ce terrain. Et on va vérifier maintenant si l'identité est en son nom. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si l'identité est en son nom et il vous a vendu le terrain, c'est pour dire que d'ici quelques mois, ce terrain va vous appartenir. Et sur cette base-là, on peut vous donner une autorisation de construire. Donc, ça, c'est le certificat de propriété. Le certificat de propriété, ça a une valeur de 10 à 15 000 francs en fonction de votre urgence dans la procédure. C'est ce qu'on appelle le plan de masse et de situation du terrain. Le plan de masse et de situation du terrain, vous allez partir au ministère du cadastre et affaires foncières. Je vous ai dit que dans le dossier administratif, vous pouvez suivre ça. Vous voyez que le certificat de propriété, vous pouvez partir vous-même avec le plan de masse et le titre foncier et la photocopie du titre foncier, la photocopie du titre mère. Et sur cette base-là, on va vous donner un certificat de propriété. Vous allez venir donc, ça va vous faire déjà 2 dossiers. Et le certificat de propriété est délivré au MINCAF, au ministère du cadastre et affaires foncières. Dans les villes autres que Yaoundé, ce sont les délégations régionales. Vous partez à la délégation régionale de Gawa, par exemple, et vous demandez un certificat de propriété. Donc là, c'est au ministère du cadastre et affaires foncières toujours que vous allez demander ce plan de situation ou plan de masse. Ce document coûte, en fonction de la personne que vous allez toucher, ça va vous coûter entre 100 et 150 000. Une fois que vous avez ce plan de masse, il vous faut un plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est quoi? C'est un plan qui va nous renseigner sur la zone. Est-ce que cette zone-là, c'est une zone d'abord qui est inondable ou pas? C'est une zone qui est à risque ou pas? Est-ce que c'est une zone dont on a détecté une activité sismique, par exemple? Par exemple, inondable, c'est pour dire qu'à tout moment là-bas, cette zone-là peut être inondée. Et on ne peut pas vous donner une autorisation de construire dans un endroit où vous ne serez pas en sécurité. Parce que avant toute chose, c'est d'abord la sécurité. Le reste vient après. Si on vous donne l'autorisation et que là-bas, vous êtes sûr, vous avez la certitude qu'à tout moment vous pouvez mourir, ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas le rôle de l'État. L'État, dans son activité régalienne, ce n'est pas de mettre leur population en risque. Donc, vous avez dans le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme, c'est quoi? C'est un certificat de conformité. C'est-à-dire, ils vont vous donner, dans ce document-là, vous allez voir quelle est la hauteur du bâtiment que vous ne devez pas traverser. Parce que, à l'époque, moi-même, quand j'étais jeune, je me disais que celui qui construit R+2, parce qu'il n'a que le moyen de construire R+2. Non. Vous pouvez avoir l'argent pour construire R+10, mais on vous dit que sur ce terrain-ci, vous ne pouvez pas dépasser R+4. Pourquoi? Parce que l'État veut faciliter le développement horizontal. C'est-à-dire qu'il veut que la ville s'agrandisse. Si tu fais R+10 ici, vous voyez que la population, le développement sera vertical. Les gens vont rester plus à Douala. Or, en limitant par exemple R+4 et en vendant le terrain à côté, tu vas l'acheter encore là, tu vas encore faire R+4. Et tu vas encore acheter le terrain ailleurs, tu vas encore faire R+2. Ça fait R+10, mais tu as occupé plus l'espace. Donc, la communauté urbaine, s'ils ont vu que dans ce quartier-ci, vous ne pouvez pas dépasser R+5, le certificat d'urbanisme là va vous orienter sur ça. Donc, lorsque ton architecte va faire son plan, même si tu avais dit R+10, tu vas lui dire que mon frère ne dépasse pas R+3 parce que dans ce quartier-ci, on ne peut pas. Comme lui aussi, il peut aussi te dire, mais ce n'est pas à l'architecte de voir cela. Ça, c'est le rôle de la communauté urbaine. C'est lui qui, dans son rôle, il va vous dire dans tel quartier, voici le nombre de niveaux à ne pas dépasser. Et pour plus d'informations, vous pouvez nous envoyer votre adresse email, on va vous envoyer les documents qui vous renseignent en fonction de la ville sur ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous avons déjà ça, mais la communauté urbaine met ça à jour constamment. Donc, parfois on est surpris par leurs résultats, mais il y a quand même ce qu'on appelle
la règle générale. Les exceptions sont les exceptions et ça ne vient pas tous les jours. Donc, c'était important pour nous de vous préciser ça. Ça, c'est le dossier administratif. En ce qui concerne le dossier technique, on a dit qu'un permis de bâtir est divisé en deux, le dossier administratif et le dossier technique. Le dossier technique, il est constitué, on va encore le scinder en deux. Le dossier technique, il est constitué des plans architecturaux et des plans structuraux. Dans le détail, les plans architecturaux, ces plans doivent être visés par un architecte inscrit à l'ordre des architectes du Cameroun. On dit bien visés. Ils peuvent être dessinés par un dessinateur professionnel, mais être visés par un architecte des architectes du Cameroun. Cet architecte-là, il va vérifier la conformité des plans et ensuite il va apposer son cachet. Ces plans sont constitués de quoi? Ces plans sont constitués des coupes et façades du projet. C'est-à-dire, la communauté veut voir à quoi va ressembler ce projet. Vous allez produire les coupes, les façades du projet. Vous allez produire les plans de distribution au besoin pour permettre de mieux comprendre le projet avec toutes les cotations. Vous allez produire un devis quantitatif et estimatif du projet. Donc, c'est un peu ça. Et les plans de fondation. Sans oublier la fosse septique. Tous ces plans-là à l'échelle 1/50. Et le plan de masse, bien évidemment, à l'échelle 1/200. Pourquoi le plan de masse? Le plan de masse parce que on va voir quels sont les reculs avec ton voisin. Vous voyez dans les grandes métropoles comme la ville de Douala et Yaoundé, les bâtiments sont collés. On se demande où est passée la communauté urbaine. C'est parce que les gens ne respectent pas tout simplement ce qu'ils ont dit lorsqu'ils obtenaient le permis de bâtir. Mais si vous suivez l'actualité ces derniers temps, la communauté urbaine est en train de vouloir régulariser tous ces bâtiments dont vous gagnez en respectant les prescriptions du plan de masse. Par exemple, le recul par rapport à la route qui est généralement de 3 à 5 mètres et les reculs avec le voisin qui sont généralement de 2 à 2,5 mètres. Donc vous devez respecter ça. Et respecter aussi le coefficient d'occupation du sol, qu'on appelle le COS. En fonction du quartier, de la ville, le coefficient d'occupation du sol va varier. Donc, une fois que les plans architecturaux qui ont été conçus sont visés par un architecte, et maintenant, si le bâtiment a en fait, on devait s'arrêter là, si c'était une villa ou un duplex. Mais à partir d'un R+2, c'est-à-dire que si nous sommes dans un immeuble, donc un bâtiment d'une hauteur supérieure à 10 mètres, en plus de tout ce que nous avons cité jusqu'ici dans cette vidéo, vous devez ajouter les plans structuraux. Les plans structuraux sont optionnels en fonction de l'envergure de votre projet. Une villa ou un duplex, vous n'avez pas besoin de plans structuraux. Par contre, pour un immeuble, vous avez besoin de plans. Un immeuble on parle d'un immeuble comme à partir de R+2, donc hauteur supérieure à 10 mètres. Vous devez fournir les plans structuraux. Et de quoi est constitué les plans structuraux? Ils sont constitués déjà d'une étude du sol. L'étude du sol, on l'a dit dans une vidéo précédente, mais on va récapituler. Une étude du sol, c'est une étude qui va permettre de déterminer la capacité portante du sol. Donc on doit avoir la contrainte admissible du sol, la contrainte au-delà de laquelle le sol ne va plus pouvoir supporter notre bâtiment. Donc, il est important que lorsqu'on veut construire un R+2 en montant R+3 assimilé, de connaître la nature du sol, la nature caractéristique du sol. Donc, vous allez voir un géotechnicien et ce géotechnicien, il va vous produire un rapport du sol.
signé par le laboratoire et aussi par un ingénieur du génie civil. Okay. Une fois que vous avez l'étude du sol, maintenant vous partez dans un cabinet, dans un bureau d'études techniques où vous allez faire maintenant, vous allez demander maintenant les plans structuraux. Les plans structuraux aussi qui sont constitués de quoi? Des plans de ferraillage, des plans de coffrage et les plans de fondation d'exécution, je précise, parce que les plans de fondation de l'architecte, vous savez, les architectes, leur formation est plus orientée bâtiment dans sa conception. Mais dans sa réalisation, c'est l'ingénieur. Donc là, l'ingénieur maintenant, en fonction de la descente de charge du bâtiment et de la contrainte et la connaissance du sol, il va donc produire les plans d'exécution adaptés. Il va produire les plans de coffrage, les plans de ferraillage des éléments porteurs de la structure. Donc lorsqu'il va produire les plans de coffrage, les plans de ferraillage, la note de calcul du projet qui est la synthèse de tous les éléments porteurs du projet. Alors les éléments, on va dire quoi, les plus chargés du projet. Donc il va produire tout cela dans un document accompagné, bien évidemment, d'un devis. Donc lorsque tout cet ensemble-là sera donc parti, donc déposer ça à la communauté urbaine de la ville. N'oublions pas aussi la notice de sécurité. Okay? La notice de sécurité, c'est le corps des sapeurs-pompiers qui s'en charge dans notre pays, donc de respecter tout ce qu'ils ont, toutes les recommandations. Ils vont vous donner un permis de construire. Et maintenant, quand vous avez ce permis de construire, vous allez partir enregistrer, écrire le numéro sur une plaque et coller ça devant votre chantier et commencer le chantier. Même si vous avez le permis de bâtir et que vous n'avez pas collé la plaque, vous allez payer une amende. Donc, pour ne pas payer l'amende, c'est mieux. Dès que vous avez ce permis de bâtir, vous partez coller. Lorsque les plans ne sont pas complets, ou bien il y a le vice de forme ou de fond, ces plans-là seront rejetés et le motif du rejet sera marqué dans un PV et sera soumis à votre appréciation afin que vous puissiez corriger et réintroduire le dossier pour la prochaine session, afin qu'il puisse être accepté. Et si vous vous entêtez, il sera rejeté à répétition jusqu'au jour où vous allez respecter leurs consignes. Donc, il ne faut pas se livrer dans des guerres. Il va montrer qu'il connaît plus que moi, pourquoi non. Il faut plutôt être compréhensif.